Where are my buffaloes? Bonjour à tous et bienvenue dans Démol et Débat, l'émission qui débriefe l'actualité rugbystique toutes les semaines. Avec moi aujourd'hui Vincent Bissonnet, salut Vincent. Salut Max. Et Paul Arnoux, salut Paul. Salut Max, salut Vincent. Salut Paul. Bon, vous avez l'habitude, Démol et Débat, on commence toujours par un enseignement en général. Là aujourd'hui, force est de commencer par un coup de cœur. Le coup de cœur, il est pour nos Bleus qui hier ont triomphé à Twickenham de manière magistrale en battant énormément de records. Messieurs, Paul, est-ce que c'est une victoire qui va rentrer directement dans la légende de ce 15 de France ? Ah oui, elle rentre vraiment dans la légende. Il ne faut pas oublier d'où on vient. On vient quand même d'une période pour le rugby français qui était difficile. Et là, passer 50 points à Twickenham, on va s'en rendre compte, je pense, dans quelques années de la performance. Et je pense que la faiblesse anglaise du match ne doit pas éclipser ce que viennent de faire les Bleus, en fait, qui viennent tout simplement de réaliser quelque chose qui, il y a quelques années encore, était inimaginable, je pense. Oui. Ouais, il y a deux choses qui peuvent vous faire rentrer dans la légende. C'est une Coupe du Monde, par exemple, une victoire en Coupe du Monde, mais aussi des matchs comme ça, voilà, où vous imposez avec la manière, chez un ennemi juré, voilà, avec tout, quoi, le fond, la forme, la manière, tout était, entre guillemets, presque parfait. On aurait dit c'était presque surréaliste, en fait, hier, de voir la réussite des Bleus, voilà, dans tout, quoi, domination devant, derrière, chaque ballon qui était bonifié ou presque, c'était incroyable. Voilà, moi j'avais le souvenir de la victoire à Twickenham de 2005 avec Dimitri Ashvili, là, qui avait bercé mon enfance. Il faut se souvenir qu'à l'époque, on va 2 fois dans l'heure 50 et le Yash il nous met 6 pénalités de 45 mètres. Là, on a gagné en Angleterre, mais en laminant l'Angleterre, en les traumatisant, je pense, pour un paquet d'années. Donc cette victoire, elle rentre doublement dans la légende, quoi. Ouais, c'est un match, on n'a pas encore le résultat à l'heure où on tourne de l'Écosse face à l'Irlande, donc on ne sait pas encore si les Bleus seront en position vraiment de jouer le tournoi la semaine prochaine. S'il n'y a pas de titre au bout, s'il n'y a pas de victoire finale alors qu'on est tenant du titre, même c'est un tournoi d'année impair, donc on le sait plus compliqué, c'est un match qui va quand même rester dans la légende, dans les mémoires, même si il n'engendre pas un titre à l'arrivée. Ouais, c'est vrai qu'on a tendance, les joueurs les premiers ont tendance à dire ce qu'on retient c'est les titres. Alors je trouve que c'est un peu réducteur, effectivement. On peut réaliser des performances absolument incroyables et qui marquent une carrière, qui marquent même l'histoire du sport, sans pour autant ajouter une ligne au palmarès. Je pense qu'on se souviendra autant de cette génération Dupont en attendant de savoir ce qui va se passer à la Coupe du Monde, mais pour cette victoire que pour le tournoi l'année dernière, je pense. Je suis d'accord avec toi, et en plus je trouve qu'il y a quand même le spectre un petit peu du mondial où l'équipe de France, clairement son objectif c'est d'être champion du monde, a tendance presque tu vois, à atténuer un peu la performance, même au niveau des réactions d'après-match. Bon, voilà, on sent qu'il y a quand même de la retenue. Oui. De la retenue. Après, c'est ce qui fait aussi la force de cette équipe de France qui veut tout gagner. Oui, elle veut toujours plus, effectivement. Elle ne se contentera pas de... Mais il y avait peut-être un décalage entre les supporters qui, je pense, devant leur télé, et même nous, et qui ont complètement abasourdis, avec les joueurs qui, et même le sélectionneur, même s'il était ému. Mais on sortait vraiment que voilà. Non, mais c'est vrai que cette Coupe du Monde, elle a un double effet. Elle nous obsède tous. C'est à la fois un rêve, mais en même temps, c'est aussi un poids, parce que voilà, on a tellement peur de voir ce titre de champion du monde on a l'impression qu'il nous tend les bras de le voir filer, quoi. Voilà, on a l'impression qu'il n'y a que la fin qui déterminera vraiment le succès de ce premier mandat. En tout cas, il peut y en avoir un deuxième de Fabien Galtier, mais voilà, comme disent les Américains, il y a pas que c'est le voyage qui compte, il y a pas que la destination, quoi. Et c'est vrai que pour le coup, sur ce voyage, une très belle étape, quand même. Sur ce voyage-là, Paul, tu penses que c'est la plus belle victoire de l'ère Galtier pour le moment, ou est-ce qu'elle est comparable avec celle contre l'Angleterre, justement, qui avait donné le grand chelem au bleu, à celle contre les Box, à celle contre la Nouvelle-Zélande? C'est laquelle la plus belle pour toi? Je pense que c'est la plus impressionnante, je pense, parce que bon, les chiffres, voilà, c'est la plus large victoire des Bleus à Twickenham, le plus de points inscrits, donc il y a énormément de chiffres qui prouvent ça. Après, dans la construction du groupe, la victoire face à la Nouvelle-Zélande en 2021 était très importante. Ça montrait que l'équipe de France était capable de battre n'importe qui. Bon, l'année dernière, c'est le Grand Chelem, donc ça donne vraiment ce titre qu'attendaient les Bleus depuis très longtemps. Voilà, c'est la plus impressionnante, parce que c'est la plus belle. Voilà, on est obligé de penser aussi un peu à la faiblesse de l'Angleterre, c'est terrible. Oui, mais on est quand même, voilà, les Anglais les dernières étaient quand même meilleurs, les Blacks on connaît.
Et là, il y avait quand même hier, on avait presque de la pitié pour eux, quoi. Tu me lances justement sur ça va être le coup de gueule de cette émission. Bon, on est content de pousser un coup de gueule comme ça au lendemain d'un match Angleterre-France. Le coup de gueule, c'est de voir une équipe en 15 de la Rose avec une faiblesse qu'on n'a jamais connue très récemment. Encore une fois, Paul, je vais te lancer. Tu as fait la revue de presse ce matin sur Rugby Rama des médias anglais. Qu'est-ce qui se dit un peu outre-Manche ? Est-ce qu'ils sont très coléreux ? Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup d'agressivité envers ce 15 de la Rose? On connaît les Anglais, et c'est vrai qu'ils n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère, comme on dit. Franchement, ils comparent un TGV français, j'ai noté quelques trucs, la guillotine qui s'est abattue sur le 15 de la Rose, Kroos et Aldrit dans les rucks on fait de la viande hachée avec les Anglais. Bon, il y a vraiment des mots très durs. C'est une humiliation pour eux totale, et ils se demandent en fait, quelques années après avoir fait la finale de la Coupe du Monde 2019 avec l'équipe anglaise la plus jeune de tous les temps en finale, comment ils en sont arrivés là, quoi. Alors qu'on pensait que cette génération aurait pu dominer le rugby. C'est ça, et c'est il y a 4 ans. Donc ils font quand même une finale de Coupe du Monde en 2019 en battant les Blacks en demi, on s'en souvient très bien de ce match incroyable. Et là 4 ans après, ils sont comme nous il y a 10 ans, quoi. Ouais, cette équipe a vraiment. Je pense qu'il y a plusieurs. Attention, quand il y a un tel drame, il y a toujours entre guillemets plusieurs explications, plusieurs facteurs. Il y a eu, je pense, un virage stratégique un peu manqué par l'Angleterre, qui était vraiment la reine tacticienne. On se souvient encore du match de 2019 là, avec leur jeu de pression. Et je pense qu'ils n'ont pas su se renouveler. Ils sont devenus trop prévisibles, je pense. Même peut-être pendant la Coupe du Monde. D'ailleurs, on se souvient comment les Box avaient su les contrer. Je pense qu'ils sont devenus trop prévisibles. Et après, il y a une crise, je pense, quand même assez. Après, les crises sont cycliques, on en a connu. L'Angleterre pendant longtemps était dans un âge d'or. Et là, on voit même en termes de production de joueurs, de talent, tout simplement, les Anglais sont vraiment dans un creux. Franchement, hier, individuellement, il y a quand même pas. Je vois pas quel Anglais prendrait la place d'un Français dans le 15 de départ. Même on dit Freddie Stewart, c'est le nouveau joyau de la couronne. Franchement, je ne change pas de Freddie Stewart contre un Thomas Ramos, effectivement. Donc, bon voilà, et celui qui, entre guillemets, hier faisait le plus de peine à voir, c'est Marcus Smith, qui était censé incarner le renouveau de l'Angleterre. Marcus Smith, voilà, qui a un côté un petit peu ce jalibert anglais, voilà, qui a énormément de talent, qui sait créer des différences offensives à tout instant, qui est un très beau joueur, et qui hier a sombré vraiment corps et âme. C'était, j'avais presque de la peine pour lui. C'était un choix fort du sélectionneur en plus Borswick de l'installer à la place de Owen Farrell. C'était un choix d'avenir. Voilà, après Marcus Smith a beaucoup de qualités. Voilà, il était champion d'Angleterre avec l'Harlequins. Il a sorti des masterclass face à la Nouvelle-Zélande. Lorsqu'il rentre, il change le cours du match. Donc c'était, voilà, pour moi c'était un choix d'avenir. Aujourd'hui, il incarne plus le devenir du 15 de la Rose que Owen Farrell. Ce choix pouvait s'entendre. Bon, il a fait débat outre-Manche, voilà. S'il pouvait s'entendre, et là, c'est vrai que celui qui était censé incarner le renouveau, il incarne la faillite, quoi. Et ça, je pense que ça inquiète beaucoup les. L'Angleterre, on ne voit pas trop comment ils peuvent se relever en tout cas, si on se projette sur la Coupe du Monde, en 6 mois, j'ai du mal à voir comment ils peuvent le sélectionneur, justement, j'allais te lancer sur ça. Le sélectionneur Borswick a dit hier soir qu'il savait déjà avant ce match, même avant cette raclée, qu'il y avait beaucoup de travail avant la Coupe du Monde. Là, force est de constater qu'il y en a beaucoup de travail. Il y a la rénovation, et là, la maison est en ruine, quoi. Vous les voyez arriver comment, ces Anglais, à la Coupe du Monde là, on les a rarement vus aussi bas. Après, ils ont l'avantage quand même d'avoir. J'ai envie de dire un tableau, ils ont un tableau favorable. Ils sont du bon côté. Ils sont du bon côté du tableau. Ils ont l'Argentine et le Japon en poule. C'est ça. Ça va être comme principal. Ils croisent avec l'Australie, les Fidji et les Pays de Galles. Potentiellement. Donc, presque le début de la compétition va être la plus difficile pour eux, quoi. S'ils arrivent à gagner en poule au début. Notamment le premier match contre l'Argentine à Marseille. Mais c'est vrai qu'ils ont un tableau relativement ouvert, ils sont très revanchards forcément. Mais voilà, après, aujourd'hui, je veux dire, le caractère, être revanchard, c'est bien, mais au niveau international, ça ne vous permet pas de faire non plus des merveilles. On l'avait vu en 2015, les Bleus, ils étaient revanchards, et on a vu où ça les a menés. En quart de finale, ils ne pouvaient pas faire mieux. Aujourd'hui, alors l'Angleterre, c'est vrai qu'à la faveur de ce tableau, peut-être peut espérer aller accrocher un dernier carré miraculeux. Mais c'est vrai qu'à l'instant T, l'écart avec les trois ténors du moment, France, Afrique du Sud, Irlande, il est quand même il est abyssal, quoi. Mais hier, ils ont pris une claque, même à la fin, avec le score.
n'y a pas eu de réaction un peu de presque, j'ai envie de dire, il faut pas le voir ça sur le terrain de rugby, mais des mauvais gestes ou pas de révolte, pas de voilà, à la fin ils ont fait presque un tour d'honneur. Ouais, je pense qu'ils étaient abasourdis. Je pense Genge qui faisait un tour d'honneur. Je pense qu'ils étaient abasourdis parce qu'en plus ils essayent de faire en sort de début deuxième mi-temps, ils essayent de montrer de l'orgueil. Ils arrivent à trouver un petit peu d'avancée enfin pendant une mi-temps après avoir complètement bafouillé leur rugby. Et en fait les Français en 2 coups de génie ils remettent 14 points quoi. 2 coups de génie de Dupont et tous les espoirs ruinés. Bon, et la fin, c'est un véritable calvaire pour eux avec Damien Penaud qui fait marquer en marchant. Je pense qu'ils étaient vraiment KO debout hier. Ils ne se rendaient pas compte en fait, de ce qui se passait. Quoi. On l'a vu, les supporters anglais qui quittent le stade, vraiment un Twickenham comme on l'a rarement vu. Twickenham Suddenly, comme disait, je crois, le Télégraphe, il me semble. Donc voilà, c'est un vrai enseignement, cette équipe anglaise au plus bas. Un autre enseignement de cette journée de tournoi qu'on a connu hier, c'est la défaite encore une fois de l'Italie face au Pays de Galles dans un match que l'on pensait à sa portée, avec un Pays de Galles prenable cette année dans le tournoi. Une Italie qui montrait des belles choses jusqu'à présent, mais qui s'incline encore une fois à la maison. Qui a gagné qu'un match sur les 8 dernières éditions, c'était contre le Pays de Galles l'année dernière. On voyait un renouveau de cette squadra azzurra qu'elle peine à montrer cette année. Vincent, toi notamment, tu étais à Rome pour l'Italie-France, où l'Italie nous a posé de nombreux problèmes, et jusqu'à la dernière action, on a cru pouvoir perdre ce match. Qu'est-ce qui manque à cette équipe d'Italie ? Est-ce que vraiment elle va pouvoir franchir un jour ce cap de gagner un match, au moins tous les tournois à la maison quoi ? On parlait de cycle pour la France et l'Angleterre. C'est vrai que l'Italie a l'impression que c'est un cycle qui n'en finit plus de défaites encourageantes, de progrès, on dirait un peu je dirais pas en trompe-l'œil, c'est peut-être trop sévère, mais en tout cas de progrès insuffisants. Effectivement, tu parlais du match de la France, il faut quand même se souvenir, la France a peut-être jamais été aussi mauvaise sous la réalité qu'à Rome. Alors certes, l'Italie peut gagner jusqu'à la fin, mais au final, il y a point de bonus offensif pour la France. L'Italie s'est accrochée chaque match, chaque équipe, chacun de ses adversaires a pris le bonus offensif. Alors c'est malheureux, mais je crois que le rugby italien aujourd'hui, dans un rugby européen qui n'en finit plus de progresser, quand on voit quand on voit la montée en puissance de l'Écosse, quand on voit aujourd'hui le niveau à laquelle sont l'Irlande et la France, l'Italie, malgré ses progrès, je veux dire, n'a fait qu'entre guillemets compenser un retard. Et aujourd'hui, il lui manque franchement à peu près tout. Quoi. Il lui manque du talent individuel, il lui manque des certitudes collectives. Hier, la mêlée italienne a été broyée par la mêlée galloise. C'est quand même c'est un vrai désaveu pour la progression de la squadra azzurra. Alors, évidemment, il manquait Capozzo, il manquait Ioane, tout ça. Je suis pas sûr que ça aurait changé franchement grand chose. Hier, ils perdent de 12 points à domicile face à des Gallois qu'on sait moribonds, avec des blessés, avec la moitié des joueurs qui n'ont plus de contrat dans 4 mois, qui ont la tête complètement sans dessus-dessous. Ouais, l'Italie, on a voulu y croire. Alors peut-être qu'on a forcé un peu le trait au début du tournoi en disant attention l'Italie. Peut-être que nous, médias, on a aussi voulu emprunter un peu cette voie en disant ils vont y arriver parce qu'on a envie, on a envie que cette compétition se joue vraiment à 6 et qu'il y ait de l'émulation à tous les niveaux. Mais force est de constater aujourd'hui que l'Italie n'a pas encore les armes pour rivaliser avec les 5 autres. Parce que même contre l'Irlande, ils font un match plutôt plein. Ils s'accrochent. Hier, ils se sont noyés. Il y a quand même 14 en avant. 14 en avant, alors qu'ils ont le ballon. Ils ont quand même 55% de la possession. Donc, je pense que pour le coup, vraiment hier, c'était pas non plus leur vrai niveau. Je pense qu'hier, ils sont vraiment passés au travers. Ce qui est gênant, c'est que c'était leur match. C'était leur finale. C'était ça. Ce qui est gênant, c'est vrai que contre la France, contre l'Irlande, ils n'ont pas à rougir. Et s'ils avaient peut-être reproduit la même performance contre les Gallois, peut-être que ça serait passé. Mais toujours est-il que sur le match entre guillemets décisif pour eux, hier, ils ne vont pas dire qu'ils n'ont pas existé, ce serait trop sévère, mais ils sont vraiment passés à côté de leur. C'est un peu science-fiction parce hier il manque Ange Capozzo. Quand même hier soir, il se crée beaucoup d'occasions. Il franchit plusieurs fois la défense galloise. Est-ce qu'il leur manque pas ce joueur frisson, on va dire, ce joueur qui peut faire ce facteur qui aurait pu faire la différence dans un match comme ça? Ouais, c'est vrai qu'il faut faire attention qu'ils n'aient pas Capozzo dépendance. Mais après, ils passent complètement à côté de leur entame de match. Donc, je pense qu'ils avaient beaucoup de pression. Parce que pour la première fois, ils étaient favoris des bookmakers. Donc, il y avait quand même une attente. Et beaucoup pensaient qu'ils allaient le faire face à une équipe galloise tellement à côté depuis le début du tournoi. Et c'est comme ils passent à côté de leur début de match, après ils courent un peu derrière le score, ils commencent à faire des passes complètement au hasard et tout. Et même s'il y a une petite réaction, ça suffit pas. Parce qu'en face, ils ont été pragmatiques. Ils ont fait le travail, Rhys Webb l'ancien est revenu, c'était... C'est vrai que même sur le jeu de ligne, on avait vu des progrès, des choses très intéressantes. Hier, c'était quand même
C'était très faible dans l'exécution technique, dans tout. Après, je pense que voilà, le fil du match n'a pas aidé à les mettre en confiance. Ils ont senti que ça leur échappait et ils ont confondu vitesse et précipitation. Enfin, je pense beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'hier, puis la conquête, Capozzo, c'est pas lui qui aurait renversé la vapeur en mêlée. Donc voilà, c'est vrai que c'est dur pour l'Italie. Je me doute que là, le sélectionneur, vrai coup d'arrêt, un peu comme pour Borswick, quoi. Il avait dû avoir l'impression d'être sur la bonne voie. Et quand tu prends comme ça une claque à domicile. Peu de motifs d'espoir donc pour cette squadra. Une nouvelle cuillère de bois qui est... la 8e, ils vont en Écosse finir 8e pour la dernière fois consécutive. Ils vont finir 5e pour 6e pour la 8e. Non, ça commence à faire beaucoup. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, on mettait un peu l'Écosse et l'Italie pratiquement sur la même... kiff-kiff, alors que maintenant on a l'impression qu'il y a 5 points d'écart, quoi. C'est plus la même équipe. L'Écosse peut encore gagner le tournoi, même si on fait l'émission avant le match face à l'Irlande, mais c'est plus pareil, quoi. Donc ils vont prendre, je pense, une rouste en Écosse et pour terminer ce tournoi, quoi. Voilà, donc une cuillère de bois promise à l'Italie, un 6 nations qui donnera ses derniers enseignements la semaine prochaine à l'occasion de la dernière journée, avec une victoire, on l'espère, des Bleus par miracle peut-être, ou avec un exploit aussi. La compétition qui est au repos actuellement, c'est le top 14, qui n'a pas joué ce week-end, qui ne jouera pas le week-end prochain. Mais ce n'est pas pour autant que les staffs, les présidents ne travaillent pas en coulisses. On va parler avec une question du mercato, notamment du mercato de l'UBB, qui fait un mercato que l'on considère qu'on pourrait qualifier de prétendant au titre, en fait, un mercato en vue de la saison prochaine avec l'arrivée de Bru, avec l'arrivée de Damien Penaud, très costaud. Vincent, dans le Midi Olympique, tu as donné les dernières informations la semaine dernière. Est-ce que tu peux nous dire un peu les dernières arrivées, ce qui se passe en coulisses à Bordeaux actuellement ? Bordeaux a fini son recrutement. Ils ont passé un bon casting pour trouver les derniers postes. Ils cherchaient pilier droit, ils cherchaient 3e ligne et ils cherchaient au centre. Notamment en 3e ligne, ils ont tenté énormément sur tout ce qui a été écrit dans nos colonnes de Midi Olympique. Arthur Ituria, Alexandre Fischer, Béconnier, Willis. Ils ont vraiment multiplié énormément de pistes. Ils ont fini par jeter leur dévolu sur Samu, je n'ai plus son prénom. Pete Samu, voilà, j'avais plus son prénom. Sur Pete Samu, qui est un joueur vraiment, je trouve, très intéressant. Hein. Quelqu'un de très, très explosif. Alors, c'est un 7-8 parce qu'il n'est pas très lourd. Hein. Il fait 105 kg. Très souvent utilisé comme impact player par les Wallabies. Mais un joueur, vraiment avec cette espèce d'explosivité, entre guillemets, un peu je dirais pas la Stéphane Armitage, mais sur les démarrages, il me fait penser un peu à lui. Voilà, quelqu'un de costaud, qui a des belles mains, franchement, qu'on voit très souvent avec les Wallabies en sortie de banc, qui marque des essais. Donc franchement, un beau joueur qui va apporter un peu de tonicité au pack de l'UBB, qui en a un peu besoin à mon sens, qui a des bons joueurs, mais qui manque un petit peu ce profil de joueur qui est capable de gagner des impacts et de mettre l'équipe dans l'avancée. Carlos Adi, après un pilier sud-africain de 25 ans qui n'a pas de sélection, mais qui a une très belle réputation de pilier solide en mêlée. Et Ben Tapouai, un vieux routier, on dira, du circuit international, qui a joué avec Quet Cooper chez les Reds à l'époque, qui a fait les beaux jours d'Harlequins, qui actuellement est aux Sharks avec Yannick Brou. Ouais. Pas de hasard. Voilà, donc un mercato, je trouve, très solide. Est-ce que c'est le meilleur mercato du top 14 ? Alors là, vaste débat, je pense qu'on pourrait en parler pendant une heure. Je trouve que l'UBB en tout cas gagne en densité, parce que Yannick Bru voulait à tout prix. Voilà, je trouve que notamment devant, je pense que ça sera un peu plus costaud, un peu plus solide. Il y avait aussi le recrutement du numéro 8 japonais, Tevita Tatafu, qui est un joueur un peu inconstant, qu'on dit un peu inconstant. Et pour 120 kilos, je pense que ça peut quand même faire du mal aux défenses, dans une 3e ligne qui cherchait un peu de puissance quand même, un peu cette capacité à faire mal à l'adversaire. Franchement, je pense que c'est un des beaux recrutements du top 14. Damien Penaud, évidemment. Mais, le rugby commence devant, donc on parle de devant. Mais c'est vrai que Damien Penaud aussi, évidemment, un recrutement 4 étoiles, enfin des meilleurs ailiers du monde aujourd'hui. Ouais. Je pense que l'UBB gagne en qualité. Le plus beau recrutement, je ne sais pas. Il y a des, on parle beaucoup de recrutement de Bayonne. Faudra juger sur pièce. Bayonne, sur le papier, fait peut-être aujourd'hui le plus beau recrutement. Par rapport, en tout cas, tout est relatif par rapport à sa position actuelle. Après, Bayonne,
faut toujours voir ce qu'on dit. Bon, recrutement, il faut voir vraiment il y a ce qu'il y a sur le papier, ce que ça va amener dans le groupe, au vestiaire, comment l'équipe va se reformer. Voilà, c'est pareil, il y a des questions diverses et variées, hein, des écarts de salaire, de tout ça qui peuvent impacter un groupe. Donc voilà, je demande à voir un peu. C'est sûr que si la mayonnaise prend un Bayonne sera un prétendant au top 6. Voilà, faut pas toujours regarder que les arrivées, faut regarder qui reste et la plus-value. Typiquement, je trouve qu'un club comme Lyon, qui fait pas trop de bruit, je trouve que c'est un joli recrutement parce qu'ils ont réussi à garder finalement. Alors, mis à part Joshua Tuisova, me remplacé par Samir Radradra, on peut considérer que ça va. Ça se vaut. Mais voilà, qui a gardé Ethan Dumortier, qui a gardé Baptiste Couillou, qui a gardé les frères Tao, et qui fait des recrutements malins en allant chercher Abraham, c'est le petit ailier sud-africain dont on dit qu'il sera peut-être le futur Colby. Voilà, Alban Roussel, il y a vraiment des beaux profils dans son recrutement. Mais effectivement, oui, je pense que l'UBB sera mieux armé l'année prochaine encore pour aller partir à la conquête d'un premier titre. Ouais, c'est intéressant, c'est que Yannick Bru, en plus, il est consultant avec les Sharks. Là, il va chercher des profils qu'il connaît dans le championnat. Enfin, et comme tu disais tout à l'heure, Bordeaux peut peut-être manquer un peu de densité devant. Donc, il y a un recrutement que je trouve très intelligent. Il a fait peut-être un peu moins de bruit que celui de Bayonne, parce qu'en plus Bayonne c'est pas un club comme Bordeaux qui prétend forcément à gagner le championnat tout de suite. Donc on a plus parlé de Bayonne, mais je trouve que c'est très intéressant, et tout ce que tu as dit sur le côté avoir un peu plus de densité, et puis avoir aussi ce joueur quand même international et qui peut aussi te faire gagner des titres, Damien Penaud, qui comme Lyon va l'avoir avec Radradra aussi. Bordeaux l'aura. Et Bordeaux a réussi, et on vous le rappelle, quand même, a réussi à garder Mathieu Jalibert. Voilà, c'est exactement ce qui n'était pas évident à un moment. Alors, il s'est écrit beaucoup de choses, mais il y avait quand même cette hypothèse qui était entre guillemets à l'étude. Un vrai feuilleton. Et des fois, le meilleur recrutement, c'est de garder ses meilleurs joueurs. Ce que je disais pour Lyon, ça vaut aussi pour Bordeaux, qui a quand même gardé une bonne ossature de ses cadres actuels. Après, on verra. Le Racing, sur le papier, ça fait plutôt rêver aussi. Recrutement Racing. Mais c'est pareil, Tuisova, Colisi, il y a quand même des choses très intéressantes. Il faut voir comment tout la mayonnaise prend. Au final, on sait qu'on aime bien jouer un petit peu faire le petit mercato avec la boule de cristal. La petite boule de cristal, mais bon, au final, c'est quand même le terrain qui est un peu la manière dont le collectif peut retrouver une forme de cohésion qui apporte la vérité. Très bien, messieurs. L'expertise parfaite pour ces mercatos 2023-2024 de la saison prochaine. Il est temps de nous quitter. Merci à tous pour cette émission. On se retrouve, j'espère, la semaine prochaine avec des bonnes nouvelles pour le 15 de France, encore et toujours. Merci, messieurs. Merci. Merci à toi, Max. Merci, au revoir. Vincent.